Aujourd'hui, beaucoup d'Allemands pensent que l'AfD pourrait un jour gouverner le pays. Vous y croyez ou sont-ils juste d'autres personnages du même jeu? Oui, ce sont d'autres personnages du même jeu. On l'a vu avec l'AfD qui soutient le service militaire obligatoire. Donc, elle participe aussi à accorder des avantages à l'industrie de l'armement. Elle veut aussi que l'Allemagne reste dans l'OTAN. Elle considère également l'OTAN comme une alliance de défense. L'OTAN est une alliance offensive, pas défensive, mais elle nous détourne tous dans la mesure où elle désigne les migrants comme les coupables et ne nous dit pas la vérité sur les véritables marionnettistes en coulisses. Fait intéressant, l'AfD bénéficie actuellement d'un fort soutien du gouvernement américain. Donc, Madame Storch se trouve actuellement à Washington avec une délégation de l'AfD invitée par l'équipe de J.D. Vance pour y exprimer les inquiétudes concernant la démocratie allemande qui serait en danger. Franchement, on ne peut pas faire plus absurde, mais c'est la même chose que ce que nous avons vu en Argentine, ce que nous avons vu aux États-Unis. Chez nous, l'AfD est désormais soutenue. Je pense qu'après le gouvernement Merz, il y aura un gouvernement Weid. Je suis d'accord. J'ai reçu Béatrice von Storch ici récemment et je crois vraiment que l'Allemagne ira beaucoup mieux sur le plan de la sécurité et de l'économie avec une coalition AfD-Union chrétienne-démocrate. C'est du moins ma prévision. Non, je ne crois absolument pas que ça ira mieux. Les mêmes structures seront maintenues que celles qui existent actuellement. Les grands groupes d'armement continueront d'être servis, donc l'industrie de l'armement est actuellement au sommet. Et bien sûr, la dictature numérique continue aussi d'être instaurée. L'essentiel actuellement, c'est l'instauration de la dictature numérique que l'AfD ne critique jamais. C'est très intéressant, aucun politicien, même pas l'AfD, n'en parle, alors que c'est le sujet le plus important actuellement. Je lui ai effectivement posé la question à Béatrice von Storch et il y a eu un charabia où en fait l'AfD ne peut rien dire contre ça. C'est une action orchestrée par au moins 130 pays là-dehors. Et là, l'AfD est un rouage assez petit et doit finalement suivre la politique telle qu'elle, que d'autres décident pour nous. Ouais, exactement. En France, Monsieur Wolf, les Russes brûlent à nouveau, tandis qu'en Allemagne, les gens restent calmes malgré la pression croissante. Aimeriez-vous parfois plus de France en Allemagne? Ça n'apporte pas grand-chose non plus en France. Là-bas, les gens expriment leurs protestations de manière un peu plus radicale dans la rue, mais l'effet n'est pas extraordinaire non plus. Donc, ils sont toujours gouvernés par M. Macron là-bas. En arrière-plan, il y a bien sûr aussi les grandes entreprises, celles qui dictent les règles. Mais il est vrai que l'ancien dicton de Vladimir Lénine est encore valable aujourd'hui. Donc, si une révolution a lieu dans une gare en Allemagne, l'Allemand ira d'abord se procurer un ticket de quai. Malheureusement, cela n'a pas changé au cours des 100 dernières années. La France est désormais au bord du gouffre économique et politique. Irez-vous jusqu'à dire que si le pays s'effondre, l'Europe s'effondrera aussi d'une certaine manière? Ce ne sera pas seulement l'Allemagne qui s'effondrera, mais l'ensemble de l'économie mondiale connaîtra de grandes difficultés dans un avenir proche. Elle est déjà en grande difficulté. Et nous attendons un nouveau système monétaire, et ce nouveau système monétaire sera, à mon avis, introduit dans le monde entier. Plus aucun pays n'avancera seul, ces tests ayant déjà été faits. Le dernier grand test au Nigeria a complètement échoué, et c'est pourquoi on va orchestrer quelque chose qui se produira à l'échelle mondiale. Parce qu'il ne faut pas oublier, on parle toujours des différents pays, mais il y a un pouvoir qui est bien plus grand et bien plus fort que les gouvernements individuels, et c'est ce complexe financier numérique en arrière-plan. Des personnes comme Peter Thiel, Mark Zuckerberg ou Bill Gates décident de la direction du monde et s'accordent entre elles, et ils font danser le gouvernement à leur rythme. Monsieur Wolf, ma devise de vie est désormais « Le monde, l'avenir auront l'air bien, mais seuls les paranoïaques survivront ». Et je dois avouer qu'au cours des dernières semaines, ou plutôt des derniers mois, je suis devenu un peu plus paranoïaque. J'étais vraiment parce que des choses vraiment très étranges se sont produites. Si on examine brièvement l'attentat contre Charlie Kirk, je ne connaissais pas ce type il y a une semaine et j'ai dû me renseigner. C'est en gros comme si un gauchiste allait dans un bastion de l'AfD en Saxe. Il va dans le bar habituel là-bas pour discuter avec les gens du coin. Pour moi, c'est avant tout une confrontation avec l'opinion opposée, ce qui est aussi l'essence de la démocratie.
Mais voilà ce qui s'est passé, il a été tué. Et soudain, Donald Trump et Netanyahou s'expriment presque en même temps dans une sorte de culte du héros. Ils ont publié des tweets disant à quel point cet homme était formidable et ainsi de suite. Pour moi, cela semble étrangement orchestré. Qu'avez-vous pensé de cela? Oui, c'est à peu près pareil. Cela paraît orchestré. Il faut toujours se demander qui en profite. Qui en profite? Qui avait des problèmes avant? Tout d'abord, il faut dire que Donald Trump et l'administration Trump sont en grande difficulté depuis quelques semaines. Ils ont littéralement rompu toutes leurs promesses électorales. Ni les guerres n'ont été terminées, ni l'explosion des dépenses de l'État n'a été arrêtée. Le niveau de vie des Américains, surtout du tiers inférieur, baisse. Et c'est justement là que le mouvement Make America Great Again a recruté ses partisans, donc ils ont de gros problèmes. Et justement, les chiffres du chômage qui ont été publiés il y a 10 ou 8 jours sont une véritable catastrophe. Ils montrent que le marché du travail sous Trump s'est développé de façon bien pire que sous Joe Biden. Donc, si à ce moment-là, un tel attentat se produit et que cet attentat fait soudainement renaître le mouvement Make America Great Again parce qu'ils ont à nouveau un ennemi commun, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Ce qui est également intéressant, c'est qu'il y a eu ces derniers jours quelques critiques de la part de Donald Trump envers Israël à cause de l'attaque contre le Qatar. Le Qatar compte parmi les alliés des États-Unis. Et il faut dire que cela pourrait bien sûr aussi être un avertissement qu'un de ses alliés les plus importants tombe soudainement mort sur scène parce qu'il succombe à un attentat. Cela pourrait aussi avertir sur l'attitude envers Israël. Tout est possible, mais je ne peux pas le prouver. Mais si l'on assemble les différentes pièces du puzzle, on obtient déjà une image très claire. J'ai aussi finalement lu énormément de ces affirmations en ligne. Beaucoup de gens aux États-Unis adhèrent aussi à ces théories. Que ce soit Tucker Carlson, Joe Rogan ou Piers Morgan, tous très renommés. Voilà la situation. Les milieux de gauche pleins de sarcasme, pleins de moqueries sur la mort de Charlie Kirk. Les milieux de droite ont peut-être eu un cercle de deuil, peut-être un repos en paix. J'ai trouvé cela comme ça, en tout cas. En tout cas, ils n'ont pas réduit le pays en ruine, comme la gauche nous l'a toujours raconté. Ne pensez-vous pas, Monsieur Wolf, que le vrai danger vient d'une gauche intolérante qui méprise ceux qui pensent autrement plutôt que de la droite? Non, 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 c'est simplement ce combat entre la gauche et la droite qui était mis en scène. Si la gauche ne s'exprimait pas aussi sarcastiquement, la droite créerait sans doute de telles vidéos par intelligence artificielle et les publierait en ligne. Cela profiterait encore à ceux en retrait, car ils tirent profit du conflit permanent entre droite et gauche. Donc, il faut le dire clairement, juste pour l'exprimer une fois de manière explicite. Donc, si une personne est abattue sur scène quelque part, c'est une véritable tragédie. Si c'est un jeune père de famille, c'est un crime horrible. Et celui qui s'en moque ou qui tourne cela en dérision est tout simplement humainement insupportable. C'est justement cette insupportabilité humaine qui est exploitée actuellement. Je connais aussi de nombreuses personnes de gauche qui, sans recourir à la moquerie ou au sarcasme, considèrent cela comme très terrible. Malheureusement, ils restent aussi figés à gauche. Nous devons cesser de penser en ces catégories gauche-droite et enfin commencer à penser en termes de raison et de rationalité. Donc, ce serait vraiment temps, parce que cela fait un siècle que nous nous sommes égarés en menant sans cesse ce combat entre la droite et la gauche. Qu'est-ce qui vous donne espoir, Monsieur Wolf? Pensez-vous vraiment qu'il y aura moins de polarisation à l'avenir? Eh bien, il n'y aura certainement pas moins de polarisation à l'avenir. En fait, je pense même qu'elle va encore s'accentuer. Je crains donc que nous soyons à l'aube d'une phase de guerre civile. Il est également possible qu'il y ait d'autres guerres majeures. Ce qui me donne un peu d'espoir pour l'avenir est en fait un phénomène très négatif. En effet, c'est que le niveau de vie des gens va chuter de façon très drastique dans un avenir proche. Avec l'intelligence artificielle, les premières ruptures sur le marché du travail apparaissent et prendront une ampleur inattendue. Nous allons donc assister, dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, à des bouleversements inimaginables sur le marché du travail international. Et ces bouleversements vont entraîner une baisse très drastique du niveau de vie des gens sur les 5 continents. Et il suffit simplement de se rappeler du proverbe allemand « La nécessité rend inventif ». C'est dans la nécessité que naissent les grandes inventions. Et dans la nécessité, les gens vont regarder autour d'eux, observer et poser des questions qu'ils ne se sont jamais posées auparavant. Et alors, ils se tourneront peut-être aussi vers ceux vers qui ils ne s'étaient jamais tournés auparavant et chercheront des solutions auxquelles ils n'avaient pas accordé beaucoup d'importance jusqu'à présent. Vous avez évoqué tout à l'heure le complexe financier numérique. L'introduction de l'euro numérique se rapproche de plus en plus.
Mais dans le débat public, ce sujet est quasiment absent. Comment l'expliquez-vous? C'est très clair, ce sujet est tout simplement passé sous silence parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup trop de critiques à ce sujet. Nous savons bien que lors de la campagne électorale américaine, la monnaie numérique de banque centrale a même été un sujet de campagne. Donald Trump a signé un décret interdisant la monnaie numérique de banque centrale en Amérique. Il l'introduit maintenant par la porte de derrière, via les stablecoins, sur lesquels il gagne lui-même beaucoup d'argent. Chez nous aussi, cela sera introduit discrètement. L'introduction de l'euro numérique dans la vie quotidienne n'aura pas encore lieu en octobre. Je suppose que nous allons d'abord assister à l'introduction de la monnaie numérique de banque centrale de gros, donc de l'euro numérique qui ne sera échangé qu'entre la Banque centrale et les grandes institutions financières. Qu'on organisera d'abord l'introduction de cette manière, mais pour la suite, cela reste encore incertain. Donc je crains toujours qu'il y ait un événement majeur, peut-être une énorme opération sous fausse bannière, pour que les gens soient tellement mis sous pression qu'ils acceptent aussi cette nouvelle monnaie. Vous venez d'évoquer des millions de chômeurs à venir en Allemagne. 3, 4 ou 5 ans, nul ne peut le prédire. Oui, ne pensez-vous pas que le gouvernement va intervenir contre cela? Elle ne peut rien faire, il n'y a aucune issue. Alors, si les robots humanoïdes prennent le relais ici pour tout l'artisanat, si l'intelligence artificielle prend en charge l'administration, il n'y aura plus d'emplois et il n'y aura pas non plus de nouveaux emplois créés. Il n'est pas question que 95% de la population devienne soudain web designer. Il y a aussi en ce moment d'énormes chutes, notamment chez les programmeurs, il y a d'énormes chutes. Donc, il n'y a pas de solution. Tous les politiciens au pouvoir ont très peur quand on aborde ce sujet. Leur travail consiste à tromper les gens sans les préparer à l'avenir. Un jour, ils feront donc « Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Ça nous est encore arrivé. Ce comportement existe chez les politiciens depuis des siècles. » Je rappelle simplement la grande crise économique de 1929 provoquée volontairement par la Fed aux États-Unis, où tous les politiciens de l'époque ont agi ainsi. Oh mon Dieu, le Black Friday, c'est enfin arrivé. Comme s'il y avait eu soudainement une attaque venue de l'espace contre la Terre qui aurait provoqué l'effondrement de toutes les valeurs boursières. J'ai eu récemment, Monsieur Wolf, une conversation en coulisses avec un homme politique dont je ne citerai pas le nom. Et il a prononcé une phrase qui m'a vraiment longtemps fait réfléchir. Les gauchistes sont les nouveaux écologistes. Et très bientôt, là, on va travailler avec des récits qui sont vraiment très à gauche, afin que la gauche puisse aussi être dynamisée comme les nouveaux écologistes. Le revenu de base universel me vient tout de suite à l'esprit. C'est un récit très à gauche. Pensez-vous vraiment que cela se prépare aussi en coulisses? Oui, absolument. Donc le revenu de base universel, à mon avis, il est très certainement en train d'être préparé en ce moment. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsque la monnaie numérique de banque centrale sera introduite, après les expériences des tests qui ont échoué, il faudra présenter cette monnaie numérique de banque centrale aux gens comme un bienfait d'une manière ou d'une autre. Et comment pourrait-on mieux faire cela qu'en prenant les millions de chômeurs et en leur disant « Écoutez-moi bien, nous ne vous donnons pas seulement l'allocation citoyenne ou un peu d'argent, mais un revenu de base universel. » Je suis absolument certain que beaucoup de chômeurs sauteront alors de joie et accepteront cela avec un grand enthousiasme. En même temps, tous les paiements de l'État, comme les retraites, seront convertis en monnaie numérique de banque centrale. De cette manière, on aurait d'abord capté la population. Bien sûr, il deviendrait assez vite évident que les monnaies numériques de banque centrale ne fonctionnent pas du tout. Parce que l'argent n'a jamais fonctionné ainsi. L'argent s'est développé historiquement à partir du troc, puis il a évolué vers la forme d'argent que nous connaissons aujourd'hui. Mais cela n'a jamais fonctionné comme de l'argent qui est simplement donné aux gens d'en haut, sans aucune contrepartie. Je trouve le raisonnement très intéressant. Si maintenant la gauche devient docilement atlantiste et se met à jouer le rôle des nouveaux verts, je trouve cette thèse très intéressante, car c'est finalement le même récit avec Reichenick et Baerbock. Qui peut-on encore vraiment choisir dehors? Parce que toute personne qui affiche un peu de force de caractère, au moins dans le programme du parti, devient très molle dès qu'elle arrive au pouvoir. Oui, il est très important de se libérer de l'idée que l'on pourrait changer quoi que ce soit avec des élections. Je dois donc rappeler Kurt Tucholsky qui disait que si les élections pouvaient tout changer, elles seraient interdites. C'est aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque. En ce moment, tout le monde cherche simplement de nouveaux sauveurs et il place ces sauveurs dans certains partis. En Allemagne, de nombreux habitants comptent sur l'AfD et espèrent un meilleur pays avec Mme Weidel, M. Krupala et Mme Storch. Cela n'arrivera pas.
Tout simplement parce que ces personnes restent toutes dans l'ancien système et cet ancien système est voué à l'échec. Nous devons nous occuper d'un nouveau système et personne d'autre ne le fera à notre place. Nous devons nous-mêmes compter sur notre propre force. Trump exhorte les États de l'OTAN à cesser d'acheter du pétrole russe. L'Europe a versé près de 20 milliards à la Russie en 2024. N'est-ce pas la plus grande hypocrisie? Oui, c'est très hypocrite. En plus, la Russie vend son pétrole à la Chine. Et la Chine transporte cela en passant par le cap de Bonne-Espérance, via un port au Congo, quelque part vers l'Europe. Et là, il continue d'être utilisé. Mais ce sont ces mensonges, nous les avons connus pendant la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, avant et après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on ment comme on respire. Tous les puissants du monde se renvoient la balle entre eux. Peu importe qu'on soit chef de gouvernement dans un pays du BRICS, chef de gouvernement aux États-Unis ou dans l'un des pays de l'Union européenne, ils se renvoient tous la balle entre eux. Et ils ont de grandes organisations qui travaillent pour eux tous. Et l'une des organisations les plus importantes a été fondée avant la Seconde Guerre mondiale, en 1930. C'est la Banque des règlements internationaux. Tout le monde devrait s'y intéresser, surtout ceux qui pensent que le monde est divisé en différents camps. Au conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux siègent les banques centrales des États-Unis. Mais il y a aussi la Banque des Chinois et il y a aussi la Banque centrale de la Russie. Là, ils sont tous réunis autour d'une même table, prennent leurs décisions et décident que la monnaie numérique de banque centrale, arrivera bientôt. Pensez-vous vraiment que la guerre entre l'Ukraine et la Russie va encore atteindre une nouvelle dimension, peut-être même s'aggraver davantage? Ce week-end, il y a eu les drones au-dessus de la Pologne. Pensez-vous qu'un nouveau palier d'escalade sera franchi? Eh bien, je ne sais pas si cela va arriver. Les politiciens essaient vraiment tout. Ils font tout pour laisser ce conflit continuer à s'aggraver. Alors ces drones, je ne sais pas si la Russie les a vraiment abattus, mais rien que la façon dont on en parle dans les médias. Et ce qui était aussi intéressant, c'était le deuxième reportage selon lequel un drone aurait survolé un bâtiment gouvernemental à Varsovie. Cependant, elle a été pilotée par quelques particuliers, mais il a ensuite été immédiatement rapporté que ces particuliers venaient bien sûr de Biélorussie, donc d'un pays allié des Russes. Donc, on utilise tous les moyens possibles juste pour monter les gens contre la Russie. Il se peut bien sûr aussi que la Russie joue très bien à ce jeu. Pour M. Poutine, avoir un ennemi extérieur menaçant est très pratique, car la vie en Russie n'est pas vraiment... Tout ce qui brille n'est pas or là-bas. Donc l'inflation progresse en Russie, il y a de gros problèmes économiques en Russie, et bien sûr un ennemi extérieur est aussi très bienvenu dans ce contexte. À Gaza, M. Wolf, d'autres chars avancent aujourd'hui. L'ampleur reste difficile à imaginer. Des scientifiques juifs évoquent dans un article 680 000 morts finalement recensés d'une façon ou d'une autre. Des politiciens occidentaux disent « Faites vite, terminez-en ». Dans quel monde vivons-nous? Oui, c'est tout simplement absolument horrible. C'est l'un des pires crimes des 100 dernières années qui est en train d'être commis. Et le monde entier regarde cela les yeux grands ouverts. Certains soutiennent ce crime. Le gouvernement américain, tout comme notre gouvernement, soutiennent ce crime. Ensuite, il y a de grandes entreprises, surtout du secteur digital financier. L'entreprise Palantir, qui a ouvert sa filiale à Tel Aviv en 2015, a saisi l'occasion du 7 octobre pour tenir sa réunion du conseil d'administration à Tel Aviv en janvier 2024 et conclure un contrat avec les forces de défense israéliennes, c'est-à-dire avec M. Israel Katz, le ministre de la Défense israélien. Donc, Palantir choisit les objectifs de guerre. Il est donc responsable de ce qui se passe là-bas en termes de massacres et d'effusion de sang. Donc, c'est absolument horrible. Et ce qui est particulièrement grave, c'est l'indignation, par exemple, de l'Organisation des Nations Unies qui se montre maintenant moralement outrée. Elle qualifie tout cela de génocide, mais n'agit pas et se rend ainsi pratiquement complice. Ce matin, en Allemagne, des politiciens comme Friedrich Merz ont prononcé un discours ému contre l'antisémitisme. N'est-ce pas de la schizophrénie? Une politique symbolique d'un côté, une politique mortelle de l'autre? Oui, là on voit quel genre de personnage est M. Merz. Se tenir maintenant devant le public lors de l'inauguration d'une synagogue et verser des larmes sur les atrocités commises en Allemagne il y a environ 100 ans. Et ne pas dire un seul mot sur le fait qu'au même moment, des personnes qu'il soutient lui-même commettent un crime tout aussi grave. On voit bien quel type de figure morale est cet homme. Netanyahou a récemment affirmé être en mission religieuse, presque missionnaire, pour établir un grand Israël.
Que pensez-vous en entendant cette rhétorique? Oui, cela me rappelle Joseph Goebbels et ses acolytes. C'est exactement pareil. C'est vraiment grave et terrible. Je sais qu'avec ces mots, je me mets dans une situation délicate. En tant qu'Allemand, on ne peut pas dire cela à cause de la culpabilité collective qui existe chez nous. Je trouve tout cela totalement absurde et stupide. Parce que je n'ai pas participé à cela. Les gens qui vivent ici aujourd'hui n'y ont pas participé non plus. Peut-être les grands-parents. Aucun de nous n'est responsable de ce que nos grands-parents ont pu faire autrefois. Nous avons nous-mêmes une responsabilité et notre responsabilité consiste à dénoncer les pires crimes contre l'humanité de notre époque. Et c'est l'un des pires crimes qui soient commis actuellement. Je trouve cela très bien, je trouve cela très fort. Même aux États-Unis, des voix marquantes s'élèvent désormais contre Israël de façon très nuancée. Tucker Carlson, Joe Rogan, Piers Morgan et d'autres affirment tous qu'il est impossible que nous soyons pris en otage ainsi. Le pays devrait d'abord se concentrer sur les Américains et ne pas gaspiller tout l'argent en Israël ou participer à un tel génocide. Ce qui est particulièrement dangereux, c'est justement la stratégie adoptée par l'autre camp. Par exemple, le fait que Charlie Kirk ait été tué dans un collège est maintenant exploité aux États-Unis pour cibler les universités. Et nous savons par le passé que lorsque de grandes guerres ont eu lieu, ce sont toujours les étudiants qui ont été les premiers à descendre dans la rue et à protester contre les guerres. En Amérique, là, il y a aussi une grande vague. La deuxième fois, j'ai moi-même vécu la dernière personnellement dans les années 70, lorsqu'il s'agissait de s'opposer à la guerre du Vietnam et où les étudiants ont largement contribué à mettre fin à la guerre du Vietnam. Actuellement, un tel mouvement se forme. Et je dois dire que cet attentat contre Charlie Kirk est malheureusement actuellement fortement utilisé par les puissants aux États-Unis pour lancer une croisade contre les universités. Et donc, pour faire taire ces voix... Je suis d'accord avec vous, Monsieur Wolf. Trouvez-vous étrange que la jeunesse en Allemagne soit à peine politisée? C'est dû à l'évolution des 30 ou 40 dernières années. J'ai constaté avec mes enfants que l'enseignement de l'histoire à l'école n'a presque plus de rôle, ou donc on n'en parlait presque plus. Ils ne savaient pratiquement rien faire du terme République démocratique allemande. Il est intéressant de noter qu'il y a 2 ans, un sondage a été réalisé sur le Kudamm à Berlin auprès de jeunes de 14 à 19 ans pour savoir ce que signifiaient les lettres République démocratique allemande, et je crois que 60 à 80% des jeunes ne le savaient plus. Donc cette absence de mémoire historique, c'est très important car aujourd'hui, on ne vit plus qu'au présent. Qu'on est submergé par tellement d'informations qu'on n'arrive même plus à les classer et qu'on n'a même plus le temps de s'intéresser à l'histoire. C'est évidemment un phénomène extrêmement dangereux.